Civile, on va parler de la protection des citoyens en haute montagne. Et oui, c'est la saison, l'hivernale. Et l'hiver, justement, rime avec pluie, neige. On verra un petit peu les conseils qui seront prodigués par le commandant de Simbernaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information pour la protection civile. Et puis, par ailleurs, nous parlerons de bourse aujourd'hui avec Yezidait Mahidine et son invité, qui est également l'invité de la matinale. Il s'agit en l'occurrence d'un expert de la COSOB. Et puis, par ailleurs, Agnès Rir nous donnera quelques conseils en nutrithérapie. Et puis, aussi, nous retrouverons nos amis de chaque dimanche. Donc, il s'agit en l'occurrence de Hassan Arab qui nous ouvrira une page d'histoire qui va nous emmener droit en 1957 lors de la grève des 8 jours ordonnée par le FLN, rappelez-vous, et qui a connu aussi une répression massive dont nous parlera Hassan Arab. Et puis, Samira Hadjamar, par ailleurs, nous fera balader à travers la gare, à travers le Tassili, pour parler de la dextérité des artisans de cette région, les Touaregs, et leur savoir-faire en matière de façonnage des cuirs. Ce sera avec Samira Hadjamar ce matin. Par ailleurs, nous aurons une page sportive dans cette matinale. Elle sera menée par Meissa Le Bouahla. Elle nous donnera bien sûr les rendez-vous du week-end écoulé, mais aussi les prochaines annonces. Et puis, n'oublions pas qu'on est dimanche, et chaque dimanche, les DZ, comme les appelle Fellabnour, sont à l'honneur. Et justement, c'est elle qui sera là avec ses invités. Elle nous parlera aussi d'artisanat, mais cette fois-ci du côté de Timimoun. Voilà un petit peu les éléments essentiels de cette programmation. Nous remercions l'équipe qui a travaillé justement d'arrache-pied pour qu'on ait toutes ces belles thématiques à développer avec nos invités. Puis sans plus tarder, je vous invite à suivre les nouvelles du ciel, et c'est avec Amal Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. Bien réveillé ce matin, mon café, ça y est, c'est fait. Exact, mon petit thé, oui, ça va. Ah, le thé. Ah, moi c'est le thé, oui. C'est génial, mais on est pareil. Hein. Ah bon? Ah, ouais. Ah oui, on a les mêmes habitudes. Je ne supporte pas le lait ni le café. On a les mêmes habitudes, sauf notre amour pour le soleil, la pluie. Ah ça oui, En tout cas, on annonce peut-être un retour des pluies prochainement. Inch'Allah, la fin du mois. Oui. On va suivre tout à l'heure. On est déjà à la fin du mois. Hein. C'est la dernière semaine. Exactement, du mois de janvier. Bon, on espère qu'elle sera belle cette semaine, Inch'Allah, en tout cas pour tous. Inch'Allah. Alors, que nous disent les cartes, s'il vous plaît? Eh bien, merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, la carte parle d'elle-même. Nous aurons un ciel dégagé à partiellement voilé durant cette journée sur une grande partie des régions nord, excepté de la brume en matinée sur le haut plateau de l'ouest, le centre et l'est du pays. La moitié sud, eh bien, excepté des passages nuageux, assez denses en matinée vers le Nord Sahara et les oasis, eh bien, le soleil montrera le bout de son nez tout au long de la journée. Partout ailleurs également, on aura un ciel dégagé à partiellement voilé et à noter des ondes de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, le Nord Sahara et le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront hors saison par endroit. Le maximum 25 degrés cet après-midi du côté de Tlemcen, 22 Oran, 21 Alger, également Guelma, 20 degrés à Nabat Tizi Ouzou, 19 degrés à Batna et Tiaret, 17 Al Bayad, Djelfa, Constantine et Sétif, au sud 21 degrés à Gardaya, 20 degrés à Bécha, 23 à Biskra, 25 Janet Ilizi, 26 degrés à Tindou, 29 à Insalah Timimoun, 28 à Adrar, 32 Ingazam et 34 degrés le maximum à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h. Peu agité également sur les côtes ouest, les vents arriveront jusqu'à 40 km/h. Les vents seront de secteur sud-ouest sur les côtes ouest et sud sur les côtes centre et est. On va faire un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord, où on aura, l'Europe, oui, c'est l'Europe, avec quelques flocons de neige mêlés à de la pluie du côté de Moscou.
Des nuages chargés de pluie à Berlin, également Londres, Paris, Madrid et Lisbonne, mais plutôt couverts du côté de Kiev et des passages nuageux à Vienne, mais un temps bien dégagé à Istanbul. Côté température, eh bien 3 degrés seulement à Moscou, 7 à Kiev, Berlin, 8 à Vienne, Londres et Paris, 16 à Rome, 11 à Istanbul, 13 à Madrid et enfin 17 degrés du côté de Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci infiniment. Je vous souhaite également une excellente journée, Ahmed. Merci Radia, excellente journée. Excellente journée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Et tout de suite, sans plus tarder, je vous invite à découvrir l'invité de la matinale. Ce sera avec Yazid Pahidine après ceci. Bonjour Yazid. Bonjour Radia. Aujourd'hui, nous allons parler de ce marché financier qui s'emballe et enchaîne des opérations sur le plan du marché des actions et des marchés des obligations. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette opération de la BDL. Et nous avons avec nous M. Selmen Suidi, directeur des études à la COSOB, expert à la COSOB. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Donc, après que la BDL a reçu son aval du Conseil de participation de l'État par rapport à l'ouverture partielle du capital, la COSOB, la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, donne son quitus à la BDL pour entrer en bourse. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà, nous mettre donc au parfum par rapport à cette opération? C'est une opération dont l'aval de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse a été donné le 31/12/2024. L'aval, c'est le visa de la Commission, c'est une autorisation d'émission de valeurs mobilières. La période de souscription a débuté le 20 janvier 2025 et va s'étaler jusqu'au 20 février 2025. Le montant, le volume global des actions, c'est de l'ordre de 44 millions d'actions. Avec 4 200 000 actions, pour être plus précis, avec une valeur de souscription de 1400 dinars et une valeur nominale de 1000 dinars. Donc, pour une banque qui a capitalisé plus de 40 années d'expérience, une valorisation de 400 dinars. Donc, ça fait 3 jours comme ça. 3 jours ouvrables. Et comment ça se déroule, en fait, cette opération? L'opération a débuté, comme je vous ai déjà dit, le 20, et on est à 3 jours ouvrables, et on est arrivé quand même à 10%. On a dépassé les 10% de souscription du montant global. C'est un bon signe. Ça dénote aussi de l'engouement des souscripteurs pour cette opération. Mais avec l'expérience, on a remarqué que les prochains jours seront plus rameneurs de souscripteurs, et par rapport à ça, nous croyons que la BDL va atteindre ses objectifs. Et donc comment ça se passe? Donc, le souscripteur s'adresse à une agence, s'adresse à un IOB. Comment ça se passe pour les souscripteurs? Vous savez, lorsqu'on lance une opération pareille, l'émetteur doit se préparer. Donc l'émetteur a mis en place un syndicat de placement. Le syndicat de placement est constitué par des banques et d'autres institutions. Le rôle, c'est de collecter le maximum d'ordres de souscripteurs, et c'est étalé à travers le territoire national. Un souscripteur peut se présenter au niveau d'une agence bancaire, des banques qui sont affiliées à ce syndicat de placement. La procédure est très simple. Il y a une ouverture d'un compte, bien sûr. S'il a un compte déjà, ça ne pose aucun problème, mais il est dans l'obligation d'ouvrir un compte titre pour alimenter l'acquisition des titres, et un compte espèce. Et les deux comptes vont avec. Donc à partir de là,
l'opération va se dérouler le plus normalement du monde. Il va faire son ordre et attendre jusqu'à l'allocation finale et la clôture de l'opération. Et à qui s'adresse cette souscription? Enfin, qui sont ces souscripteurs? À qui s'adresse cette opération, en fait? Les segments, en fait. Les segments. Vous savez que pour chaque opération, il y a une segmentation qui est établie par l'émetteur. La segmentation veut dire tout simplement le choix des futurs actionnaires. Pour le cas de BDL, il a segmenté l'offre en 3 parties. Une partie qui est réservée aux personnes physiques de nationalité algérienne, une autre partie qui est réservée aux professionnels avertis, une troisième partie un troisième segment qui est destiné aux institutionnels. Donc avec une répartition préétablie, donc chaque segment a un quota qui lui est réservé. Donc il y a quand même des avantages pour les souscripteurs, que ce soit les souscripteurs, donc les personnes physiques, les personnes morales, ou par rapport, donc, qu'est-ce que gagnera la banque, que gagnera la COSOB, et puis le souscripteur. On va commencer par la commission. La commission est là pour aider à catalyser le marché, à développer le marché financier. C'est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes à des opérations pareilles de voir un marché qui se développe. Il va de l'intérêt et de l'alternative du financement. Le marché financier est une autre alternative de financement pour les entreprises. Concernant les souscripteurs, tout souscripteur sur valeur mobilière peut gagner sur 2 éléments très importants. Premièrement, les dividendes qui sont distribués en fin d'exercice. Et secondo, c'est la plus-value de cession. Vous savez que c'est des titres qui sont négociables en bourse. Nous avons la première partie qui est la partie du marché primaire. Cette période dure pendant 20 jours et après, on va introduire de façon officielle la banque, dans notre cas la BDL, au niveau de la bourse d'Alger. Et à partir de là, il va y avoir des transactions. Et si le cours, bien sûr, si le cours, c'est toujours au conditionnel, si le cours va prendre de l'élan, il va prendre de la valeur, le souscripteur peut gagner en plus-value de cession. Mais il faut rappeler aussi qu'acheter des valeurs mobilières, c'est supporter aussi des risques. Donc, il y a la plus-value de cession et il y a aussi les dividendes qui sont distribués par l'émetteur en fin d'exercice. Les dividendes ne sont pas soumis à l'impôt aussi. Bien sûr, c'est un avantage considérable. Tous les dividendes en Algérie ne sont pas soumis à l'impôt, ce qui donne un avantage supplémentaire pour les souscripteurs. Par rapport également aux mineurs, est-ce que les parents peuvent qu'il y ait souscription pour les mineurs? Évidemment, bien sûr. Même les parents peuvent souscrire pour les mineurs. Ça ne pose aucun problème. Il faut juste se présenter au niveau de l'agence bancaire. Je le rappelle, des banques qui sont affiliées au syndicat de placement et demander toute la procédure qui est très très simple. Et pour cette opération, c'est donner un peu aussi il y a une dynamique qui s'installe après Moustachir, maintenant le CPA, la BDL, il y a quand même, retrouve la COSOB retrouve un petit peu ce vent de poupe en fait, pour dire qu'il y a une dynamisation de ce marché financier. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est clair, absolument. Donc, je pense et je souhaite que l'année 2025 sera l'année de l'alternative de financement pour les entreprises et de la dynamisation du marché financier. Vous savez, avec l'arrivée de la BDL, les banques sont des locomotives pour drainer les autres entreprises à aller chercher d'autres formes de financement à travers le marché financier. À titre d'exemple, aujourd'hui, la capitalisation de la bourse d'Alger avoisine les 4 milliards de dollars. Avec l'arrivée de la BDL, on sera à 6 milliards de dollars. Et on aura encore plus de profondeur sur notre marché et plus d'opportunités pour les souscripteurs et pour les investisseurs sur valeurs mobilières. Sur ce, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Espérons que la place financière d'Alger retrouvera son lustre d'antan et puis se hissera au rang des grandes bourses en Afrique. Inch'Allah, c'est notre souhait et merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Souidé Selman. Je vous en prie. Merci Yazid, merci également à votre invité. Bon vent pour cette belle opération. J'espère qu'ils seront nombreux à suivre cette nouveauté. En tout cas, sans plus tarder et sans transition aucune, je vais vous emmener sous le ciel de Timimoun. Et c'est en fait notre amie Fella Beddour qui s'y trouve et c'est elle qui nous y emmène et qui va nous faire découvrir 3 générations d'agricultrices à travers Djalia DZ. Et c'est après ceci.
Donc on va vous raconter aujourd'hui l'histoire de 3 générations de femmes agricultrices, une histoire incroyable. Bienvenue à vous, Yasmina Belhadj. Vous êtes accompagnée par votre maman, vos 2 filles. Vous êtes une famille d'agriculteurs. Oui, exactement. Racontez-nous un petit peu cette histoire avec la terre. D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée. Et après, je suis agricultrice depuis ma tendre enfance. Parce que je rappelle que vous êtes née en France. Oui, bien sûr. Oui, je suis rentrée à l'âge de 5 ans. Mais ma grand-mère nous a toujours raconté comment elle ramassait les olives en Kabylie et comment elle faisait son propre petit potager. Et après, notre papa nous a fait un très très beau jardin. Votre papa qui est de Timimoun et votre maman de quelle région? De Béjaïa. Oui, exactement. Alors on a grandi dans un très très beau jardin et c'est ancré en moi depuis mon plus jeune âge et c'était logique que je répète l'histoire. On va donner maintenant la parole à votre maman Wali Wardia. Vous avez inculqué à votre fille et maintenant même à votre à vos petits-enfants cet amour et cet attachement à la terre. D'où vient cet attachement? Je suis née en Kabylie, région d'Irel Ali, wilaya de Béjaïa. Je suis partie en France. Papa, il nous a amenés en France à l'âge de 5 ans. Je suis rentrée à 8 ans. On est retourné en Algérie à 8 ans. Et depuis, bon, j'ai toujours vécu avec mes grands-parents, mes oncles et ma mère, bien sûr. Flaha, agriculteur, agricultrice. Il y avait beaucoup de femmes agricultrices. Oui, en Kabylie, oui, surtout en grande Kabylie, à Tizi Ouzou, c'est surtout les femmes qui travaillent. Essentiellement des femmes, oui. Voilà. Et donc, plus ou moins chez nous, non, c'est les hommes et les femmes en même temps. Et donc, après mon retour, donc, je suis retournée en France. J'ai rencontré mon mari, qui était enfant d'agriculteur. On est rentré, on a repris la terre. On a fait un grand jardin. Et ce qui fait que les enfants, quand ils venaient à la maison, ça les intéressait. Il y avait, mais à l'époque, on avait un jardin, des fruits, des légumes, des dattes, bien sûr. Voilà, tout simplement. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je lui ai dit dernièrement, ma fille, j'ai l'intention de reprendre à cultiver mon jardin. Donc l'activité. Ah oui. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes lancé dans cette activité. C'était tout naturellement. Je me suis mariée et je suis partie dans un patelin qui s'appelle Talmin. C'est à 100 km de Timimoun. Et à l'époque, quand je me suis mariée... Vous avez vécu toujours à Timimoun, une bonne partie en tout cas? Oh oui, une bonne partie à Timimoun. Et après, quand je me suis mariée et j'ai eu ma première fille, c'est très difficile d'avoir des légumes frais. Il y avait la partie d'hiver, c'était bon, mais en été, il n'y avait absolument rien. Et j'ai beaucoup souffert avec ma petite fille, il n'y avait que des pâtes et du riz. C'était vraiment difficile et c'était impossible pour moi de laisser mes enfants sans fruits et légumes. Vous m'avez dit hors caméra que ce n'était pas évident de se lancer dans l'agriculture. Pour une femme agricultrice à Timimoun, c'était une réelle aventure. Une vraie aventure, surtout qu'à Talmin, les femmes, ils ont toujours travaillé dans la terre, mais à l'ombre. Moi, j'ai agrandi, je suis partie au marché, j'ai fait des foires. C'était vide, c'est néant, il n'y avait rien du tout. Exactement, c'était un bout de terrain en plein dune de sable. La première fois que j'ai mis les pieds dans mon jardin, j'étais déçue. C'était loin de la route, il n'y avait pas de route pour rentrer dans le jardin. Il n'y avait pas d'eau? Il n'y avait pas d'eau, exactement. J'ai dû emprunter l'eau pour commencer à un voisin. Il n'y avait pas le système des Fougara? Non, à Talmin, l'eau elle est trop loin. On doit puiser l'eau dans des forages. Oui, et là aujourd'hui, vous avez toutes ces richesses. Eh bien, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis mieux que le plateau de Mitija. À ce point. À ce point. Parce que la preuve, on a même du chou rave. Donc, c'est quoi tout ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez ramené? Vous avez même ramené un plat traditionnel. Comment on l'appelle? C'est une céréale
Ça s'appelle tafsuit en dialecte ici à Timimoun. Et c'est la famille du sourgon. Et qu'on peut cuisiner en salade. Et tous ceux qui ont goûté le plat est vraiment émerveillé du goût. C'est une céréale, c'est un grain. C'est un grain, le voilà. Le voilà, c'est un grain. C'est une céréale. C'est ça qui constitue le... Voilà, c'est une céréale qu'on laisse tremper toute la nuit et qu'on bouille à l'eau. Et après, on lui met une vinaigrette, tout simplement. Ça a quel goût? On va goûter tout à l'heure, mais ça a quel goût? C'est un petit peu le goût du maïs, mais en plus bon. Et en plus, c'est sans gluten. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a sur la table aussi Bon, alors, il y a les farines, il y a le blé et l'orge, et il y a le couscous blé et orge. Il y a le moringa feuilles et grains et fleurs. Et il y a bien sûr mon produit phare, le miel de Timimoun. Timimoun qui n'est pas connu forcément pour le miel. Justement. Donc vous avez développé aussi des productions et des produits qui ne sont pas forcément de la région. Exactement. On a fait. C'est ça le défi. C'est le défi. On a aussi cultivé des fraises. Ça donne une très bonne récolte. Le chou-fleur, les artichauts. Et on a beaucoup de choses à montrer qui est possible en plein désert. Donc vous avez démontré que la terre peut être fertile quand on l'aime assez. Exactement. Et le meilleur, c'est que les fleurs viennent du jardin. Ces fleurs-là qui normalement poussent dans le nord. Exactement. Vous avez réussi à... Et même dans le nord, à cette période de froid, elles ne pousseront pas au nord. Grâce à notre soleil du sud, le miracle s'est fait. Et des légumes, je vois aussi plus loin, là, derrière la table. Oui, il y a des haricots blancs et rouges, il y a des carottes multicouleurs, il y a de la sauce, il y a du persil chinois aussi, et il y a aussi la lavande. La lavande aussi? Oui, de la lavande. Elle pousse bien la lavande ici? Elle pousse très bien, oui. Je rappelle que vous n'avez pas fait d'études dans le domaine. Non, c'est par hérédité tout simplement. J'ai fait quelques formations de 2 jours à l'SFPA, mais c'est seulement 2 jours. Mais il faut une technique où vraiment c'est... La terre, quand on aime la terre, c'est un vous héritage. lui donnez, elle vous donne, tout simplement. On a même découvert qu'à Timimoun, on peut faire du miel en plein hiver. Justement, en Chehda, ça fait 3 jours qu'on l'a récolté et on a partagé ça à tous les invités de Timimoun à la foire, au souk de Yanaïr. C'était vraiment une découverte. Que représente pour vous tout ça, Madame Belhadj? C'est un plaisir de manger de nos propres mains. Et moi et mes enfants, quand on est dans le jardin et on découvre qu'on a pu faire un nouveau légume ou un nouveau fruit, c'est la fête. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous mangez que ce que vous produisez. Oui. Depuis longtemps, d'ailleurs. Oui. C'est depuis tout petit. Dès qu'on rentrait de l'école, c'était tout de suite le jardin. C'était le radis tout frais comme ça qu'on prenait de la terre. C'était les petits pois frais. C'était les haricots, les fèves. C'était le mokfoul. Quels sont vos projets J'aimerais vraiment agrandir. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que vous êtes en train de tenter là actuellement? J'essaye de faire des bassins pour faire de la pisciculture. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est l'électricité. L'urgence, c'est l'électricité. Je préférais des panneaux solaires. Mieux d'attendre les travaux pour ramener les poteaux jusqu'au jardin. En tout cas, pour les panneaux solaires, je rappelle qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait à plus haut niveau pour justement encourager les énergies renouvelables. Et c'est un pays de soleil. Exactement. Et la région particulièrement est une région... Et en plus, on pourra même on a le soleil à longueur d'année. On pourra même profiter de l'ombre des panneaux solaires pour faire des autres culture. Très bien. Vos filles vous suivent dans cette aventure? Bien sûr, c'est eux qui récoltent les légumes. Je ne pourrais pas tout faire toute seule. Mes filles et les autres enfants qui sont à la maison, bien sûr. Yakin, c'est تعاوني ta maman. Elle enlève surtout les dates. واش تحبي علاش تحبي هذا l'agriculture؟ نحب نخرج باش نعاون العائلة تاعي، نعاونهم برك هذا. تحبي هذه الخدمة؟
واش تحبي فيها؟ كلش. واش غرستي هذا العام؟ شحال من حاجة. Des fois, elle fait les trous et moi je mets les graines, et des fois c'est l'inverse. Vous faites ça en famille? En famille, surtout Oui. pour repiquer l'oignon, les piments. Pour repiquer, il faut qu'on soit vraiment beaucoup. هاجر قولي لي واش تحسي كي تخدمي هكذا الارض وتغرسي وتنوض الخضره ولا الفاكهه؟ نحس بلافيغ وشغل ترجعي الاصول تاعك والتجذر بصوالح اللي كانوا يخدموا من الاجداد تاعك من قبل، باسكو اصلا احنا المنطقه تاعنا هنا صحراويه، ومن قبل باش يعيشوا كانوا فلاحين، باسكو كيما دركا حنايا في المنطقه تاعنا مازال رانا فلاحين. شغل نتفكروا ونرجعوا كيفاش كانوا يعيشوا جدادنا من قبل، ونرجعوا نتفكروا ونحسوا بفخر وباللي رانا نديروا حاجه في حياتنا ولبلادنا. تقراي؟ انا يعني دوزيام اني في الليسي، جو سوي سيانتيفيك. وي سي. Vous voulez faire quoi à l'avenir? راني Quel métier? ان شاء الله نولي عالمه في العلوم البحريه، بالك كاش ما نتعلموا ان شاء الله ونتطوروا ونرجع ونخدم هذا الشيء في المزرعه تاعنا باش تنجح وتعاود تتطور اكثر واكثر ان شاء الله. Inch'Allah. En tout cas, quelle fierté et quel honneur de vous recevoir, mesdames. 3 générations. Il y en aura certainement encore d'autres, Inch'Allah. Merci encore une fois. Je rappelle que vous avez une exploitation, Madame Belhadj, dans la région de Talmin, qui s'appelle Mezra'at al-Firdaus. Je vous souhaite aussi tout le bonheur du monde. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. C'est un honneur et un plaisir, Madame. Juste pour finir, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'aurais un petit souhait, c'est que tous les jeunes, l'Algérie elle est trop belle pour dire qu'il n'y a rien à faire en Algérie. La preuve de rien du tout, d'un bout de désert, on a fait un petit paradis. Alors la main dans la main et on pourra aller très loin. Bravo à vous, bravo les filles. Merci encore à vous. Au revoir. On y va. Merci Fella, merci également à ces adorables dames que nous venons de découvrir grâce à vous. En tout cas, on leur souhaite bon vent et on souhaite qu'elles soient encore plus nombreuses à cultiver la terre dans cette région de l'Algérie qui est magnifique, donc en l'occurrence Timimoun. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons justement enchaîner avec une rubrique qui parle aussi d'alimentation, d'aliments, de la terre et de ses produits. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est la rubrique d'Ania Sevril qu'on va retrouver tout de suite après ceci. Santé et bien-être, bien sûr, santé et bien-être. On en parlera avec Ania. Bonjour Ania. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci. En forme ce matin? Alhamdulillah. Vous êtes très romantique ce matin. Vous avez voyagé avec l'image qui est derrière nous, qui montre la baie d'Alger. J'aime beaucoup. C'est la région de mes grands-parents d'ailleurs. Ah, c'est magnifique. Notre-Dame d'Afrique, ce quartier m'évoque plein de souvenirs d'enfance. Et non, j'ai compris. J'ai vu que vous étiez vraiment ailleurs il y a un instant. En tout cas, on parlera de santé aussi avec vous, commandant Bonnaoui. Bonjour. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous. Et à travers vous, on salue tout le corps de la protection civile qui veille au grain, surtout en ces périodes difficiles de l'hiver. Ah oui, ah oui. Merci, Voilà. bonjour, merci pour l'invitation. Bien sûr, on essaiera de donner quelques conseils, consignes. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Commandant, je rappelle que vous êtes le directeur des statistiques et de l'information auprès de la protection civile. Je vais vous demander un peu de patience, mais vous pouvez intervenir à tout moment, parce que j'imagine que vous en connaissez un bout sur la santé et puis aussi les raccourcis qui nous mènent à une bonne santé, un bien-être. Ania, vous avez choisi un sujet qui intéresse tout le monde. Le gluten en l'occurrence. Donc on va parler de gluten, d'intolérance au gluten et ce qu'il faut faire. D'abord, avant d'arriver à cette étape de l'intolérance, on va expliquer ce que c'est que le gluten et à quoi il sert. Exactement. Donc le gluten, c'est une protéine de blé et l'intolérance au gluten, il y a déjà 2 types. Il y a l'intolérance simple au gluten et il y a ce qui est un petit peu plus complexe, on va dire, c'est la maladie cœliaque. Où il y a une note d'auto-immunité, on va dire.
Et dans les deux cas, il y a pratiquement les mêmes signes, mais un peu plus exacerbés lorsque c'est une maladie cœliaque. Quels sont les signes? C'est un ballonnement, c'est une sensation de fatigue qui est récurrente. On peut avoir des maux de tête, des migraines, des troubles de l'humeur, et sans savoir souvent pourquoi on a ça, car c'est souvent diagnostiqué un petit peu à l'âge adulte, une fois que les symptômes sont vraiment répétitifs et qu'on a un petit peu fait le tour des explorations. Et pourtant, c'est devenu de plus en plus accessible comme examen. C'est un examen médical, un prélèvement de sang qui est fait, et s'il revient positif à la maladie cœliaque ou bien à l'intolérance au gluten, on passe à un prélèvement au niveau de l'intestin pour confirmer la maladie. Et ça peut avoir un impact sur la vie sociale, car il s'agit aussi d'éviter de manger ce que tout le monde adore, ce que tout le monde aime. Le pain en l'occurrence, hein, c'est l'aliment phare. Voilà, donc c'est une intolérance aux protéines de blé, mais on la trouve partout. On trouve le gluten un petit peu partout, surtout dans des aliments improbables, des aliments cachés. Par exemple, s'il vous plaît, Anya. Donc déjà... où est-ce qu'on trouve le gluten de manière D'abord, générale? où on le trouve généralement, c'est le blé, les farines de façon générale. Donc, qui dit farine dit les pizzas, les pâtes, tous les gâteaux industriels ou pas qui sont faits avec de la farine classique. On le trouve aussi dans des aliments tels que... vous voyez les épices par exemple, il y a toujours des poudres qui sont ajoutées à ces épices-là, qui sont déjà broyées, pour éviter qu'il y ait des agglomérations, pour que la poudre reste poudre, on va dire, pour qu'il n'y ait pas des petites boules. Voilà, une forme de conservation qui est dérivée du blé, des éléments qui sont dérivés du blé. Alors on se dit, oui, cette personne a une intolérance au gluten, elle n'a pas pris de farine, elle n'a pas pris de blé, elle n'a pas pris de petits gâteaux qui pourraient contenir du gluten. Pourquoi elle a fait une réaction? Car il suffit d'une très petite quantité d'épices, donc voilà, de gluten dans votre assiette. Dans les épices. Voilà, parce que les épices sont un exemple, oui, voilà. Mais on se dit, pourquoi alors elle a fait ça? Alors c'est cette épice-là contient du gluten. Il vaut mieux préférer des épices qu'on va broyer nous-mêmes. On va au moins avoir ce contrôle sur la contenance de ces épices-là. Par exemple, on trouve le gluten dans des sauces, par exemple tout ce qui est ketchup, tout ce qui est béchamel pour épaissir la sauce. Oui, parce qu'il y a de la farine dans la béchamel. Voilà. Mais par exemple, on s'attend moins à ce que ce soit dans des sauces d'autres préparations où il n'est pas évident de trouver du gluten ou de la farine. Par exemple, les comprimés. Certains médicaments contiennent des excipients et à base de protéines de blé, c'est-à-dire à base de gluten. C'est plutôt des traces, mais comme je vous l'ai dit, lorsqu'il s'agit d'intolérance, ce n'est pas de manger une grande quantité de gluten ou pas, il n'y a quasiment pas de différence. Même une petite quantité va déclencher les symptômes qui sont digestifs et qui sont aussi extra-digestifs, comme les migraines, comme les troubles, la fatigue, des ballonnements, des diarrhées, et qui peuvent être un petit peu invalidants à force, et avoir même une répercussion sur la santé générale. La santé, ça peut amener un amaigrissement, ça peut amener beaucoup d'asthénie, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. Alors, justement, quand on est intolérant au gluten, quelle alimentation favoriser et comment justement s'alimenter si on doit éviter tout ça? Justement, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que ce n'est pas facile de faire attention à tout ce qu'on mange. De ne pas pouvoir manger à l'extérieur en étant sûr de ne pas recevoir dans notre assiette du gluten. Vous avez beau demander au serveur ou sur le menu, mais il y aura toujours quelque chose qui contient du gluten. Maintenant, ça peut être quelque chose de très handicapant pour un agent de la protection civile, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tout le temps sur le terrain, c'est difficile de suivre un régime particulier. Oui, le régime, quand on mange dehors, c'est-à-dire dans les fast-foods ou dans les restaurants, on ne fait pas attention même ce qu'elle vient de signaler, même c'est-à-dire le serveur, bien celui qui fait la bouffe.
Je pense qu'ils ignorent ces trucs-là. Oui, voilà. Généralement, peut-être un petit pourcentage de ceux qui sont cette culture. Quand on mange beaucoup dehors, Bah, on a tendance à se dire « Ah, ben, j'ai dû choper quelque chose ». On ne fait pas les prospections nécessaires, alors qu'il faut vraiment consulter un gastro-entérologue. Même des fois, quand on mange en famille, c'est-à-dire on change, on y va chez de la famille, on mange un dîner ou un déjeuner. Peut-être, des fois, il y a des gens qui, c'est-à-dire par la suite, qui souffrent des troubles d'estomac, des nausées, des vomissements, des migraines par la suite. Ils se demandent pourquoi. C'est-à-dire que j'ai mangé une chose que peut-être ça ne m'a pas... Absolument, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé et je pense que la réponse, elle est là. Donc l'idéal, c'est de faire un check-up, de voir un gastro et d'essayer de savoir si on n'est pas quelque part intolérant à une matière. Ça peut être une allergie simple au gluten, ça peut être une intoxication. Oui, mais en général, c'est quelque chose d'assez répétitif qui va se déclencher et qui va se répéter vraiment sur plusieurs années, des fois jusqu'à mettre la lumière sur cette maladie-là. Et comme je vous l'ai dit, il faut faire la différence entre maladie cœliaque, intolérance au gluten et allergie simple au gluten, qui peut aussi être là. Et donc, on va éviter tout ce qui est farine, tout ce qui est blé, on va éviter l'orge aussi, le seigle. Et les épices. Non, pas forcément les épices, mais les épices qui sont déjà broyées, qui sont déjà, on va dire, industrielles, auxquelles on va ajouter des conservateurs. On préfère les acheter naturels et les broyer nous-mêmes. Les comprimer, lire très bien les étiquettes pour voir s'il n'y a pas des excipients à base de dérivés du blé, par exemple. Donc même l'enrobage des bonbons, par exemple, il peut contenir du gluten. Souvent, on se dit c'est du sucre, c'est des bonbons. C'est quoi le lien avec le gluten? Alors que non. L'enrobage contient du gluten, car c'est un dérivé, un produit qui est utilisé beaucoup dans tout ce qui est aliments industriels. Pour la conservation, on utilise des dérivés alors, de gluten. Parlez-nous des substituts et parlez-nous de l'alimentation. Il y a maintenant une façon d'éviter toutes ces farines-là. Il y a sur le marché plusieurs, que ce soit marques ou boutiques. Il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup sans plus gluten. de choix. Voilà, on a beaucoup plus de choix et d'alternatives. On a des mélanges de farines qui sont faites pour que la consistance se rapproche de plus en plus de la farine qu'on a l'habitude d'utiliser pour les gâteaux, pour notre alimentation. Et c'est des farines par exemple, la farine de maïs est permise, la farine de pois chiche est permise, tout ce qui est farine d'oléagineux est permise. De riz, non? La farine, oui, elle est permise. On va donc transformer les farines qui sont interdites par du riz, par du quinoa, par l'avoine aussi, si c'est certifié sans gluten, c'est-à-dire si elle n'est pas contaminée à sa fabrication. Sinon, l'avoine en lui-même ne contient pas de gluten, mais s'il n'y a pas contamination lors de la fabrication, c'est permis aussi. On va essayer de faire ces sauces soi-même. On va essayer d'éviter malheureusement les bonbons, les chocolats, tout ce qui n'est pas certifié sans gluten. Mais on trouve encore une fois dans le marché des bonbons sans gluten, des mélanges de farine sans gluten, même du chocolat. On trouve vraiment le choix de nos jours. C'est juste qu'il faut lire l'étiquette et essayer d'aller de plus en plus vers le fait maison quand on a ce problème-là pour avoir un contrôle. Il y a de très belles recettes qu'on croise parfois sur Internet, faites à base de fruits, justement pour donner la consistance, pour compenser un petit peu les besoins des gourmands. Exactement, il y a des gâteaux sans farine. Maintenant, on peut mettre des bananes, on peut mettre de la date. Exactement. Et ça permet d'avoir une consistance agréable et en même temps éviter de mettre du gluten dedans. Absolument, donc il y a quand même de l'espoir pour les personnes qui sont intolérantes. Il suffit juste d'essayer d'aller le plus possible vers ce qui n'est pas transformé, vers ce qui n'est pas industriel et toujours ces alternatives-là. Le riz, quand même il y a le choix, je trouve. D'ailleurs, il y a un régime qui était à la mode. Je ne conseille pas forcément que les régimes à la mode, c'est pas toujours
toujours bon pour tout le monde, mais il y avait le régime sans gluten qui était à la mode car les gens qui n'ont pas d'intolérance, qui n'ont aucune pathologie liée au gluten, avaient remarqué, qui s'intéressaient à leur santé, à leur alimentation, qui faisaient des tests, on va dire, et des régimes, avaient remarqué que le fait d'enlever le gluten de leur alimentation faisait qu'ils se sentaient beaucoup mieux, alors oui. qu'ils n'étaient pas On intolérants. recommande justement le régime sans gluten parfois aux malades atteints de Crohn, à des personnes qui ont des colopathies de manière générale. Exactement. Ça réduit un peu leur souffrance. Ça réduit leur souffrance et ça augmente leur bien-être au quotidien. Et d'ailleurs, ça a été vraiment à la mode une longue période. Après, il faut toujours pas rentrer dans les excès, mais ça peut faire du bien d'enlever le gluten car autrefois, ce n'est pas les mêmes blés qu'on a aujourd'hui qu'autrefois. La culture du blé, le type de blé contient plus de gluten que le blé de nos ancêtres. Et c'est une des raisons qui fait que maintenant, il y a plus d'intolérance au gluten qu'autrefois. Ce n'est pas les mêmes graines qui sont utilisées, ce n'est pas le même sol ce n'est pas la même qualité de sol et du coup il y a plus de gluten dans le blé. Donc ça risque de se dégrader d'ici 2-3 générations encore. On espère que non. Et d'où la nécessité d'avoir cette banque de graines. Et heureusement qu'il y a des institutions qui veillent à protéger ces petits plants, ces graines, cette diversité, de garder, de conserver justement voilà, la graine d'origine ou l'aliment d'origine, Inch'Allah. On souhaite que ce soit toujours voilà, respecté. En tout cas, merci Ania. Oui. D'ailleurs, j'allais ajouter oui, avec plaisir. Tout ce qui est farine de pois chiches, farine de lentilles. C'est aussi très intéressant pour remplacer toutes ces farines avec gluten et c'est une excellente alternative. J'ai vu des recettes de gâteaux avec des lentilles, avec de la farine de lentilles. Mais bien sûr, il faut mettre de la banane et des dattes et du miel. Pour que ce soit plus doux. Et des fois, il suffit de mélanger ces différentes farines. C'est-à-dire, vous prenez la farine de maïs, la farine de lentilles, la farine de pois chiches. Il y a des dosages qui sont bien différents. Il y a des recettes maintenant, il y a des centaines de recettes. On obtient un mélange de farine sans gluten qui se rapprocherait vraiment presque de la farine qu'on a l'habitude d'utiliser. Et du coup, on a merci, c'était très intéressant Ania, parce que c'est vrai que depuis qu'on a débuté cette rubrique, c'est la première fois qu'on aborde le sujet du gluten. Voilà, très important pour la nutrithérapie, pour la nutrition de manière générale et la santé. Merci infiniment. On va parler encore de notre santé avec vous, commandant Bornaoui. On va parler aussi de la préservation de la vie humaine, de la protection de cette vie humaine à travers les actions de la protection civile. Donc vous êtes en pleine campagne concernant les hautes montagnes notamment. Effectivement, bien sûr. Actuellement, surtout ces régions, on connaît une forte, c'est-à-dire influence, notamment les mondes de Sharia, Mtikjda, plutôt aussi à l'est, au Khanchla et à Soukharas, surtout après les chutes de neige. Donc, tant mieux, alhamdoulilah, on a eu c'est-à-dire des chutes bien consistantes, notamment la neige et aussi la pluie. Mais malheureusement, il y a, on dirait peut-être l'absence de cette culture du citoyen, c'est-à-dire pour se rendre dans ces lieux-là, notamment, c'est-à-dire après la fin du BMS. Mais non, dès qu'on entend que, c'est-à-dire, il y a un BMS qui va être, c'est-à-dire, entré en vigueur, c'est-à-dire tel jour, et c'est le même jour où le citoyen décide d'y aller. D'accord. Vous voulez dire que là, on ne tient pas compte de ces BMS qui sont diffusés en radio, dans la presse, etc., dans les télévisions. Donc le citoyen ne tient pas compte du BMS. Malheureusement. Certains, bien sûr, certaines catégories. Parce que dès qu'on commence à enregistrer les chutes de neige et la pluie, notamment si ça coïncide avec le week-end, donc il y a des grands départs vers ces lieux touristiques, mais malheureusement, ils ne vont pas, c'est-à-dire apprécier ou bien, c'est-à-dire passer des bons moments. Malheureusement, ils seront coincés, bloqués dans leur véhicule, dans les embouteillages, parce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'évolution du BMS, notamment les chutes de neige, parce qu'il y a toujours une évolution, il y a une prolongation du BMS et les citoyens, c'est-à-dire ne branchent pas, ne suivent pas l'évolution du BMS. Nous, à chaque fois, on dit que, c'est-à-dire il faut attendre que le BMS se met fin
Donc, et par la suite, le climat s'améliore et on peut se rendre, c'est-à-dire tranquillement, là où il y a ces lieux touristiques, toute personne... Voilà, c'est-à-dire que quand on habite ces régions-là, on peut à la limite se déplacer parce qu'on est préparé pour ça. Ben oui. Mais quand on est en dehors de ces zones et qu'on y va en plein BMS, ça c'est dangereux parce que j'imagine, moi je me pose la question si c'est pas quelque part pour laisser le temps aux autorités locales, j'y arrive, justement de désengorger les voies. Les voies, les routes. Ces lieux, bon, il y a toute une organisation. Avant le BMS et pendant le BMS et après le BMS. C'est-à-dire que ce soit la protection civile, les collectivités locales, bien tous les services qui interviennent en ce genre de situation. Et il reste uniquement que le citoyen suive ses orientations et ses conseils. Ça coûte quoi si on attend 24 heures, 48 heures lorsque le climat s'améliore et on y va? La neige ne s'effond pas. C'est-à-dire s'il y a une semaine où la neige tombe, ce n'est pas une journée 24 ou 48 heures que la neige va s'effondrer. Donc c'est-à-dire la neige peut rester 10, 15, 20 jours. Donc il faut attendre le bon moment et aller et profiter bien, notamment avec les enfants, surtout le week-end. Et avant d'y aller, il faut s'informer. L'état des routes, est-ce qu'elles sont bloquées, non bloquées, la circulation elle est difficile. Et en plus, si on n'est pas de la région, on ne connaît pas la région. Donc on doit s'informer. Sinon, c'est-à-dire on sollicite un guide, c'est-à-dire qui connaît la région, il nous montre, c'est-à-dire les différentes destinations, des lieux où on peut se rendre tranquillement avec sécurité. Et en plus aussi, donc on doit s'équiper. On doit s'équiper, avoir un équipement notamment de protection, le minimum. On ne demande pas trop avec l'équipement de protection. Alors c'est quoi le minimum selon Nabarnaoui? Le minimum, c'est-à-dire tout d'abord, ça dépend si on part en famille. Si on a des enfants, si on a des vieux et des vieilles personnes, si on a des personnes qui ont atteint de maladies chroniques. Donc, c'est-à-dire il faut avoir l'idée que peut-être on sera bloqué. Donc, prévoir les médicaments, exactement, entre autres. Prévoir les médicaments et des couvertures. Il faut bien, c'est-à-dire prendre les vestiments nécessaires de l'hiver parce qu'il fait froid. Et donc, ça risque d'avoir une hypothermie. Et même, c'est-à-dire, si on va procéder à un camping en dehors pendant 24 heures ou 48 heures, il faut avoir l'équipement nécessaire. C'est-à-dire une tente, tout ce qui est les tenues nécessaires, les chaussures hachakoum, il ne faut pas avoir froid, imperméable. Et les engelures. Exactement. Parce qu'on a enregistré, notamment il y a avant-hier... Des sacs de couchage de qualité, de préférence. Ouais. Il y a 2-3 jours à Bouira où il y a eu une intervention qui a duré pratiquement 3 à 4 heures. Voilà, pour chercher une personne qui a été victime d'une chute. Il a eu une petite blessure au niveau de la tête. Il n'a pas eu un traumatisme, alhamdoulilah. Mais quand même, il pouvait, c'est-à-dire, risquer sa vie, parce qu'il non seulement était seul, donc il n'a pas laissé, c'est-à-dire, d'informations. Il n'a pas informé les siens, ni ses amis. Traçabilité, exactement, pour, c'est-à-dire, gagner du temps pour en arriver, pour que les secours arrivent à le secourir. Et il y a eu, c'est-à-dire, auparavant, la semaine dernière, plusieurs personnes qui ont été victimes d'entorses, de fractures, parce qu'ils n'avaient pas les chaussures nécessaires. Ils ont allé, c'est-à-dire, dans des endroits qui étaient vraiment dangereux, là où glissants. C'est vrai que tout le monde aime l'aventure. Et il ne faut pas, c'est-à-dire, aller à un point où on risque sa vie. C'est que nous, les secouristes, on est équipés. Donc, ça dit, même s'il y a des fois où on risque sa vie pour sauver les personnes, pas uniquement à Tikjda, pas uniquement à Shria, il y a eu auparavant à Sétif, à Oued el-Barad, c'est un lieu où ça dit... Il neige beaucoup à Sétif. Exactement. Djbel Babour aussi, il y a eu plusieurs personnes qui ont été sauvées par la protection civile. Ça demande du temps pour en arriver, surtout quand le climat n'est pas favorable, il est défavorable, c'est-à-dire des fois où la visibilité elle est zéro. Donc on attend des fois à avoir des équipes spécialisées ou bien des renforts des wilayas voisinantes pour, c'est-à-dire, permettre de finir ou terminer cette opération avec tranquillité, sans avoir d'accident, sans perdre la vie ou la personne qui est en difficulté. Donc, les jeunes sont téméraires, hein, Anya. Ils ont tendance à mettre juste des baskets et se rendre en montagne. Non, il faut avoir une semelle assez haute quand on va vers la neige. Il faut que ce soit de la gomme de préférence et que ce soit vous êtes bien informé. Ça va protéger, bien sûr. Ça va protéger, elles ne sont pas glissantes parce que le terrain il est accidenté, c'est des reliefs qui sont très difficiles, donc il faut savoir
c'est-à-dire où mettre le pied. Et si on n'est pas de la région, il est nécessaire et indispensable d'avoir un guide. Avoir un guide qui nous montre le chemin. Et les sacs de couchage, il ne faut pas les mettre à même le sol. Il faut toujours avoir son petit kit de petits lits comme ça, pliants. Voilà. Parce que plusieurs jeunes, on les a trouvés, c'est-à-dire ils n'avaient pas beaucoup de vêtements, des vêtements nécessaires, ils avaient très très froid, coincés dans leur coin. Et bon, on a l'habitude, on a l'expérience, on prend avec nous le nécessaire pour ça de les réchauffer. Les couvertures chauffantes. Exactement. Mais des fois, le chemin de retour, il est difficile parce qu'il nous demande, notamment les équipes de grimpe, des fois de les porter pendant des kilomètres. Mais c'est un peu difficile, C'est pour ça qu'on a beaucoup de respect pour les éléments de la protection civile. C'est notre métier. Mais le nécessaire ou ce qu'il faut faire, c'est-à-dire écouter les conseils et les consignes, notamment ce qu'on demande de 1, c'est-à-dire il faut s'informer et suivre l'évolution du BMS. Avant de se rendre, ne serait-ce qu'informer votre famille qu'on va passer, c'est-à-dire une nuit, tel endroit, informer la protection civile, informer les services de sécurité. C'est pas, c'est-à-dire qu'on va se mêler de leur vie ou bien les suivre, mais c'est-à-dire lorsqu'il y a, c'est-à-dire un problème, on peut, c'est-à-dire avoir un repère où on commence, c'est-à-dire les recherches ou pour accéder à ces jeunes-là ou à ces familles, parce que plusieurs familles étaient aussi bloquées. Il ne faut pas s'aventurer trop. Parce que si vous ne connaissez pas la région, vous pouvez être victime à n'importe quel moment, notamment les chutes, et être coincé dans ces lieux, notamment en cette période qui fait froid. Vous pouvez, c'est-à-dire avoir des problèmes de santé, et vous pouvez risquer votre vie, et vous pouvez décéder. Donc, laisser des informations, il est indispensable. Il y a eu un phénomène il y a quelque temps à Shreya où des personnes, je ne sais pas pour quelle raison, sûrement pour mettre de la neige près de chez elles, à Blida, ont embarqué des tonnes de neige dans des petites camionnettes. Ça a choqué tout le monde. Et c'est vrai que ça, il ne faut pas le faire parce que ça fond et ça rend la chaussée encore plus glissante. Ça rend dangereux cet acheminement vers Blida. Ben oui, l'acheminement, c'est-à-dire dépayser la nature. Voilà. Déjà, si on veut, c'est pas bon. Voilà. Si on veut profiter de la neige, il faut aller là où il y a la neige. Voilà. Parce qu'on risque notamment de transporter de la neige et elle va s'effondrer et elle va rendre la chaussée plus glissante. Peut-être pas pour celui qui transporte, mais ceux qui marchent derrière ce véhicule. Voilà. Et en ce temps froid, on peut avoir du verglas. Et le verglas, il est très dangereux. C'est-à-dire, on a eu plusieurs véhicules qui ont dérapé ou bien il y a eu des renversements. Parce que déjà l'état du pneu n'est pas dans les normes, il faut penser à vérifier à changer. On a des pneus, c'est-à-dire solides, neufs. C'est que il y a des pneus d'hiver, des pneus de l'été, il y a des pneus, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser tout le long de l'année. Il faut savoir cette culture. Un petit détail, c'est-à-dire avant de prendre le départ, vérifier la pression des pneus, c'est-à-dire chez les vulgarisateurs. Les essuie-glaces, c'est très important. Les essuie-glaces, très important. Surtout les lumières. Bah oui, les lumières. Tous les feux. C'est-à-dire qu'on peut voir et être vu par les autres utilisateurs. Il faut les allumer même s'il fait jour. Parce que quand on allume ces feux, on peut être vu de loin. Il y a plusieurs personnes, c'est-à-dire qui n'ont pas la même vision, c'est-à-dire qui ont des difficultés de vision, notamment ceux qui ne portent pas des lunettes. Et les balais essuie-glaces, ils sont très importants. Et même ceux qui portent des lunettes, des fois, ils ne voient pas bien. Oui. Je parle en connaissance de cause quand il fait des fois, il y a le brouillard. Quand il y a de la brume et le brouillard. C'est difficile. Donc, c'est des choses qu'on demande et ça ne coûte pas cher. Ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est juste d'appuyer sur le commando, c'est-à-dire allumer ces feux et s'assurer que ces balais essuie-glaces sont neufs. Quand on essuie son pare-brise, donc on peut avoir une bonne visibilité. Et notamment, c'est-à-dire du liquide, dans la spéciale pour le seau. Il faut toujours penser à le remplir. Et même, c'est-à-dire tout ce qui est gasoil ou bien l'essence, il faut toujours avoir le plein. Parce qu'on peut être, c'est-à-dire en difficulté ou bien bloqué pendant une demi-heure, 1 heure notamment, avant le passage des services. Parce qu'il faut rester au chaud, notamment si on a des enfants, on a des vieilles personnes, il faut laisser toujours au chaud. Donc, c'est-à-dire le moteur toujours en marche.
pour avoir, c'est-à-dire un peu de chaleur. Voilà, tous ces conseils, Merci vous pouvez les retrouver, que ce soit sur la page de la protection civile, bien sur le net. Ça s'appelle comment, votre page donc? Bon, Al-Himaya Al-Madaniya Al-Jazairiya, c'est en arabe. En arabe, Al-Himaya Al-Madaniya Voilà, Al-Jazairiya. vous pouvez les suivre sur Facebook, Instagram, TikTok ou bien sur le Twitter. Très bien. Ben voilà, il y aura un rappel de tout ça. Surtout que les pluies arrivent bientôt, Inch'Allah, on le souhaite. Mardi, normalement, Inch'Allah. Voilà, d'ici mardi, mercredi, il y aura des pluies. Il y aura certainement des bulletins météo spéciaux qu'il faudra prendre en considération en temps de pluie aussi. Merci infiniment, Merci commandant. Commandant Nassim Bernaoui, je rappelle que vous êtes également sous-directeur des statistiques et de l'information auprès de la protection civile. Bon courage pour cette campagne de sensibilisation. Bon courage aussi pour une autre campagne qui suit son cours parce qu'on est en hiver, celle de la lutte contre le monoxyde de carbone. Faites attention, vérifiez vos appareils, vos équipements, n'est-ce pas? On ne le dira jamais assez. 32 morts, ça fait trop. Ouais, on est déjà à 32 morts depuis le début de 2025, depuis le mois de janvier seulement. Donc faites attention, vérifiez votre équipement à la maison également. Merci infiniment, merci Ania. Je vous souhaite une excellente journée. Et excellente journée à tous ceux qui sont avec nous. Et ben, restez avec nous, on a encore de belles thématiques à développer. Mais avant, on vous emmène en balade. On va aller dans cette région verdoyante et parfois accidentée où on trouve des animaux insolites et aussi des, des paysages vraiment magnifiques. Il s'agit de Médéa en l'occurrence. Médéa, on va y découvrir surtout le lac Daya et c'est avec Majda Dahmoun qu'on fait cette visite guidée. Notre aventure commence par un briefing matinal. Une superficie de 2 hectares et une profondeur de 1,20 m. Les randonneurs venus de Gouraya préparent leur itinéraire tout en respectant les consignes essentielles. Dès les premiers pas, l'émerveillement est palpable. Arrivés au bord du lac, les participants marquent une halte pour contempler la beauté des eaux calmes entourées d'une nature généreuse. C'est notre première fois. Je trouve que c'est un endroit magnifique pour les familles, pour les jeunes, surtout pour passer un moment de détente. On s'est déplacé avec mon groupe. Il y a quelques retraités, il y a quelques cadres de la jeunesse. On s'est déplacé à Médéa. On vient de découvrir une nature formidable, surtout ce grand lac. Mais il est un peu, c'est-à-dire il y a quelques sachets. On espère la prochaine fois, c'est-à-dire on va le retrouver encore plus propre. Mais l'expédition n'est qu'à ses débuts. Les randonneurs décident de prendre de l'altitude pour découvrir un autre trésor. La deuxième partie de la randonnée consiste à visiter la montagne de Kef El-Garn. Nous sommes à 1200 mètres d'altitude avec une vue imprenable qui donne sur la wilaya de Blida, Tipaza, mais également Ain Dfla. C'est magnifique. La nature, comme toute l'Algérie, l'Algérie est belle. وين نروحوا نسيبوا شوفوا إلى دوميديا تطلع على تيبازا عند دفلة تشوفي لو الصومي تشوف البحر تشوف هكذا c'est magnifique. C'est un lieu où les gens se reposent. Ce sont dans un milieu naturel. Les invitent à visiter les lieux هذو et découvrir حاجة vraiment extraordinaire. Il faut savoir que nous sommes les invités de cette nature. Nous avons besoin de marcher et de sentir l'air frais pour rester loin des hôpitaux. Mais je vous prie de préserver ce trésor naturel et le respecter. Ce site est formidable, mais on aimerait bien qu'il y ait des toilettes publiques, des barbecues encastrés à louer aussi. On profitera plus de ces lieux. C'est pour la première fois où nous السياحة الجبلية. Ce groupe expérimente le tourisme de montagne pour la première fois. À partir de ce balcon naturel, on peut voir le Belge de Tipaza ou encore le mausolée royal de Mauritanie. En redescendant de la montagne et sous un soleil éclatant, le lac Daya s'anime. Entouré de familles venues profiter de cet havre de paix, les enfants s'amusent tandis que les parents s'affairent autour des grillades dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vraiment, c'est un endroit magnifique.
راك تشوفي لا ناتور ما شاء الله لي فامي هنايا سي ان اندروا سيكوريزي تو دونك راهي قبله كيما نقولوا للمواطنين لا دوزيام فوا اللي جيت لهنايا عجبني بزاف هنايا الحال. Ce lieu me plaît beaucoup. Je suis venue avec mes parents et ma grand-mère. J'ai adoré voir les vaches. عجبني الأبقار اللي كيراهم هنا. C'est la première fois qu'on visite le lac Daya, ma famille et moi. C'est vraiment beau, ça nous détend. Je vous invite à visiter cet endroit paradisiaque. L'Algérie regorge de sites stupéfiants à découvrir. Cette escapade au lac Daya offre une parenthèse hors du temps, un site encore méconnu qui mérite d'être découvert non seulement pour sa richesse écologique, mais aussi pour l'expérience unique qu'il assure à ses visiteurs. Et Médéa est à quelques encablures d'Alger, pas très loin, mais vraiment on peut y aller facilement en cours de journée et revenir aussi. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Sans plus tarder, je vais élargir, on va peut-être demander à la réalisatrice d'élargir ce plan pour voir les amis qui s'y sont installés. À ma droite, donc Hassan Arab qui va ouvrir une page d'histoire dans un instant. Bonjour Hassan. Bonjour Radia. Alors, d'une fleur vêtue, donc Meissa. La jolie Meissa. La jolie Meissa Le Bouahla. Et puis à ma gauche, donc la plus Samira, belle, Samira. La plus belle, Samira Hadjamor. Effectivement. Bonjour ça va Samira? Très très bien, alhamdoulilah. Très bien, avec toi on ira encore à Timimoun une deuxième fois dans cette émission. Non, pas Timimoun, pas du tout. On ira dans l'extrême sud. On ira dans le monde fabuleux du cuir. Absolument. Et il concerne en premier les gens les Touaregs. Les Touaregs, en l'occurrence, je l'avais annoncé tout à l'heure en sommaire, et bien sûr, Timimoun est tellement enchanteresse que voilà, je suis restée comme ça sur ma feuille. Aussi, Timimoun. Voilà. Alors, on tire à la courte paille ou là on aura Hassan. Quand vous êtes en force, on va peut-être privilégier Hassan exceptionnellement. Donc, tout de suite, allez, une page d'histoire avec Hassan Arab. Hassan, je plante le décor. On est en 1957 à Alger. Janvier 1957, le 28 janvier, suite à un appel lancé par le CCE, le Comité de coordination et d'exécution de la révolution algérienne, décide de lancer un mot d'ordre de grève de 8 jours. Le 28 était le premier jour, la grève a été suivie. Mais dans quel objectif, avant de raconter justement les faits? L'objectif, c'est de montrer l'adhésion du peuple algérien au mot d'ordre du Front de libération nationale et de montrer également tout le soutien qu'avait le peuple algérien au peuple. Et la grève a été justement organisée dans un contexte où la question algérienne devait être discutée à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc voilà pour le décor. Donc, oui, parce que dans la version française à l'époque, on disait c'est un groupe de terroristes, il y a quelques félagas dans les bourgs, il y a des choses qui se passent comme ça ici et là, mais on ne reconnaissait pas une véritable révolution jusque-là, menée par une armée, par un parti. Bien sûr, parce que, attention, donc le contexte déjà, c'est celui de l'arrivée des parachutistes dans la ville. C'était le début du mois de janvier, à 20 jours avant le déclenchement de la grève, et l'arrivée des parachutistes du général Massu à Alger, avec comme option, ils ont eu les pouvoirs de police. Donc ils pouvaient arrêter n'importe quel Algérien sans jugement, etc. Donc c'est le début d'une répression terrible contre les Algériens, notamment à Alger et dans les autres villes, que ce soit Constantine, Oran, etc. Il y avait pratiquement le même dispositif qui a été mis en place. Donc cette grève qui intervient dans le contexte où la révolution était dans une phase ascendante incontestablement, a été suivie donc dès le premier jour, le 28 janvier 1957, et puis
La réaction de l'administration française a été brutale. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les Algériens avaient suivi le mot d'ordre de la grève. On a commencé le premier jour, donc ils ont défoncé notamment les commerces, parce que les commerçants avaient suivi le mot d'ordre de la grève et les dockers également. Pourquoi? Parce que c'est aussi la période où le FLN avait mis en place plusieurs organisations de masse. Donc l'Union Générale des Étudiants Algériens, donc l'UGMA, l'UGTA juste après, et puis l'UGCA. Donc ces trois organisations ont mobilisé quand même les Algériens pour que cette grève réussisse. Et on doit rappeler que l'ouvrier algérien, l'organe de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, avait lancé un mot d'ordre à une grève générale. Donc le FLN de son côté, il y avait des réunions dans tous les conseils de wilaya pour répercuter le mot d'ordre de grève générale. Et puis, donc je disais que dès le premier jour, il a été les parachutistes ont essayé donc de casser le mouvement de grève. Ce n'est qu'au troisième jour qu'on a constaté une légère reprise. Et quelle reprise? On a ramené des non-professionnels pour remplacer les Algériens qui ont boycotté, donc que ce soit le port, que ce soit... Aujourd'hui, on a quelques documents d'archives qui montrent que l'administration coloniale, les parachutistes ont en quelque sorte diminué de l'importance de la grève. Mais nous savons que le directeur du port avait renvoyé après les Algériens. Donc il est question de 300 et quelques personnes. Les PTT, la direction des PTT également. Et puis il y avait les services de renseignement, Godard, qui a demandé à toutes les administrations françaises de renvoyer ceux qui ont observé la grève. Pour vous dire que le mouvement était incontestablement très très vaste, absolument. Non seulement à Alger, parce que nous on parle beaucoup d'Alger, parce que Alger c'était déjà la cible, même dans la stratégie du FLN à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est la capitale, il y avait beaucoup de journalistes, donc il fallait que la grève réussisse. Mais attention, il y avait de la grève un peu partout, à Médéa, à Constantine, à Oran, à Sétif, dans tous les centres urbains. Et puis, il y avait également la grève de l'immigration. On n'a pas toutes les données du suivi de la grève à l'époque, mais nous savons que le mouvement a été une réussite totale, quoique, parce que après, il va y avoir une répression terrible après la grève des 8 jours. On doit rappeler qu'il y avait plusieurs arrestations. Des arrestations massives. Des arrestations massives, à tel point qu'à l'époque, on a procédé à l'ouverture de centres d'internement, notamment le centre de Paul Cazel, donc dans la wilaya de Djelfa, et le centre de Brimsus, c'était le centre, on rassemblait les Algériens dans les stades, et puis on les envoyait à Blimsus, c'était un centre de transit et de tri. Donc c'est à partir de Blimsus qu'on dispatchait les Algériens donc, dans différents centres. Par exemple, on a arrêté tous les syndicalistes qu'on a enfermés justement à Paul Cazel. Et puis, il y a le problème des disparus. Donc il y a eu 8000 disparus. Aujourd'hui, on a le chiffre 8000 disparus pendant le mois de... Voilà, pendant les 8 jours, mais un peu plus. Donc, pendant le mois de février 1957. En plus des disparus, il y a eu la pratique de la torture qui sera généralisée. Elle sera pratiquée à l'intérieur des Algériens. Donc, c'est une torture à domicile. Il y avait beaucoup de gens qu'on a torturés chez eux, je pense. Donc, par exemple, un exemple que j'ai découvert récemment, c'est la femme de l'adjoint de Yassou Saadi, Othman Haji, donc à Ramel.
donc la femme de Ramel, qui était enceinte. Donc elle a été torturée chez elle et puis elle a été torturée dans tous les centres de torture à Alger, dans les villas, dans les sous-sols, etc. Vous savez qu'il y avait dans les écoles, par exemple l'école Sarwi a été transformée à l'occasion. Le lycée Mokrani aussi, a été transformé, en centre de torture pendant cette période. Donc il va y avoir une terreur qui sera donc observée au niveau donc des centres urbains, notamment à Alger et Alger, Constantine, Oran. Donc c'est une grève. Une grève qui a permis, certes, l'internationalisation de la question algérienne, c'est-à-dire l'opinion internationale va découvrir qu'il y a tout un peuple qui est derrière donc le FLN, qui demande, qui aspire à l'indépendance, et c'est un tournant d'un point de vue historique dans le processus révolutionnaire, quoique un tournant très très douloureux, comme je viens de le dire, parce qu'il sera marqué par des exactions horribles commises par les parachutistes et l'armée française d'une manière générale pendant cette période. Oui, effectivement, c'est une page d'histoire qu'il faut absolument rappeler. Elle était assez, comment dire, c'était un tournant décisif. C'était un marqueur, parce qu'il fallait que les Algériens, d'ailleurs c'était le mot, il y avait un tract en 1956 du FLN où on a invité les Algériens à choisir tout simplement leur camp. Donc, c'est-à-dire il fallait se déterminer et montrer qu'ils aspiraient véritablement à une indépendance et qu'ils soutenaient plutôt le Front de libération nationale dans sa démarche. Merci beaucoup Hassan, Allah yarham Chouhada en tout cas, de cette période et de toute la période de la Révolution. Gloire éternelle à nos Chouhada. En tout cas, il y avait un silence religieux pendant que vous nous racontiez cette page d'histoire, silence dans le studio, mais alors tout le monde était très attentif. Moi, je sais que Anna Greki a été ramassée justement par les parachutistes à la même époque. Elle a été placée, qu'elle a fait un séjour malheureusement à la villa Ciseni, qu'elle a été violentée, torturée, violée. Et on le sait aussi parce qu'elle l'a écrit. Anna Greki n'a pas parlé, elle a écrit dans ses poèmes. Voilà. Donc après cette petite parenthèse, on va tout de suite passer à la transition qui va nous amener à la rubrique Écume et patrimoine avec Samira Hadjamar. Écume et patrimoine, axé sur le savoir-faire des Touaregs, entre autres. Bonjour. Bonjour. Oui, les savoir-faire, le patrimoine, la culture, l'héritage immense des Touaregs qui remonte à très très longtemps, à probablement la préhistoire, puisque, alors d'abord on les connaît, on sait tous parce que nous avons voyagé et eux-mêmes viennent ici jusqu'au nord, jusqu'à la capitale, pour nous montrer leur savoir-faire en bois, sur le cuir, sur les bijoux, l'argent, enfin ce genre de choses, mais principalement ces trois matériaux. Aussi. Les tissages aussi, mais le tissage se fait aussi au cuir. On appelle les artisans Touareg les Enaden. J'espère que je prononce correctement. Ils ont l'art du feu, du bois et du cuir. Et celles qui maîtrisent le cuir, ce sont les femmes qui transmettent aux filles. Le bois et la bijouterie, on va dire. Le bois et la bijouterie sont confiés aux hommes. Mais les hommes profitent énormément du travail et du savoir-faire des femmes. Donc, elles travaillent le cuir. Elles ont l'exclusivité par rapport à un instrument, par exemple, l'inzad. L'homme ne touche pas l'inzad, la calebasse, tout est transformé par la femme. Le tindi aussi. Alors, le tindi, justement, le cuir qui est posé sur le tindi, donc le mortier, c'est de la peau de chèvre. C'est une peau qui est tannée. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose, par exemple. Pourquoi ? Parce que elle est... Alors,
Elle est tannée, ça veut dire qu'elle n'a pas été utilisée crue ou fraîche, je ne sais plus comment on dit. Voilà, elle a été séchée. Traitée, voilà. séchée. Pourquoi Avec des... Parce que les fibres du cuivre sont très, de la peau sont très, très fragiles. Ils se cassent, donc ils ne peuvent pas résister. Donc ils utilisent plutôt la chèvre. Donc il y a plusieurs peaux, je voulais en arriver un peu. Il y a plusieurs étapes pour en faire justement un matériau souple et maniable, effectivement. Voilà. Le cuir devient, comment dire, après le cuir, il est transformé en des objets d'art. Hein. Magnifique. Tout simplement, il y a plusieurs animaux qui servent, il y a plusieurs peaux d'animaux qui servent à diverses utilisations. Par exemple, on sait que depuis la préhistoire, l'homme était d'abord un chasseur avant de devenir un cueilleur et puis plus tard un agriculteur. Et on sait à travers les gravures rupestres qu'ils avaient ils s'habillaient en voilà, qu'ils avaient des tenues. On sait qu'ils avaient des boucliers. C'est sur les gravures rupestres. Marsogast en a parlé. Plusieurs découvertes ont été faites. Pardon. On sait que du temps des pharaons, dans des tombes, on a retrouvé des rois recouverts d'une peau de bœuf. On a retrouvé la même chose à peu près à Abalessa. Donc à Tamanrasset, dans une tombe, un squelette recroquevillé, un corps recroquevillé recouvert d'une peau de bête. Donc c'est une pratique qui remonte vraiment à des temps très anciens. En réalité, ils ne savent pas exactement à quand, mais puisqu'il y a les gravures rupestres, on suppose que ça remonte à très très loin. Voilà. Donc je voulais dire qu'il y avait Farida Bakouri qui avait traité de ce sujet très intéressant dans Patrimoine et Patrimoine d'Algérie. Et elle nous donne le détail des... On va demander à Dida de nous montrer l'ouvrage. Oui, si c'est possible. Voilà. Et donc Farida Bakouri, qui a été directrice du musée des arts et traditions populaires à un moment donné et qui a travaillé beaucoup au musée du Bardo. Elle est conservatrice dans ce musée du Bardo et elle s'est associée à plusieurs chercheurs pour mettre en lumière une partie, quelques morceaux du patrimoine, de la richesse et du patrimoine algérien. Voilà. Donc ce livre est sorti il y a quelques mois, surtout je crois que c'était pendant le salon du livre, donc il est récent. Et il y a plusieurs publications de plusieurs chercheurs. Pour revenir, donc il y a la peau de bœuf qui est utilisée. Elle est utilisée surtout pour la fabrication des chaussures. En réalité, les sandales portées par les Touaregs. En fait, c'est tellement rigide que ça se casse pas. Moi, j'en ai une à la maison. Pour moi, c'est mixte, hein, mais en réalité, c'est les hommes qui les portent. Très jolies couleurs. Elles sont peintes. C'est les femmes qui les fabriquent. Voilà. La peau de girafe était utilisée, en fait tous les animaux, le mouton. Alors le mouton, il l'utilise à partir d'un processus. On ne peut pas l'utiliser pour faire grand-chose, il faut que ça soit tanné en fait. Voilà. Ils font quoi avec les femmes Touareg? Qu'est-ce qu'elles préparent? Elles préparent des sacs de voyage. Elles préparent des sacoches. J'ai donné des images. La tente Touareg est en cuir. La tente, elle est en cuir. Les sacs de voyage, même pour l'utilisation, c'est-à-dire des aliments, ils mettent de l'eau à l'intérieur, ils mettent... Sinon, des coffrets en bois et en cuir, tout est beau. En cuir, la nourriture, ils la mettent, tout ce qui est céréales et tout, ils mettent dans des sacoches en cuir. Le lait caillé est mis dans les sacoches en cuir. Eux, leur agencement, leur maison qui est très importante, la tente, doit être très pratique parce qu'ils se déplacent. Ils se déplacent toujours par rapport à l'eau et toujours sur c'est-à-dire, c'est toujours à distance égale de l'eau. Tout ça pour une économie de l'eau. C'est connu. Ils ne vont pas rester au même endroit jusqu'à ce que l'eau sèche. En fait, ils pensent à d'autres tribus, à ce que l'eau aussi se régénère peut-être. Donc, ils changent d'emplacement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais ce qui est intéressant dans cette population touareg, c'est que les artisans sont organisés en... Il y a des familles d'artisans. Oui. Il y a la famille des bijoutiers, il y a la famille justement des ma'almines qui vont travailler le cuir. Oui, ceux qui préparent justement le... Elles utilisent des matières naturelles, donc à partir de plantes, à partir de pierres. C'est tout un procédé. Exactement. Toute une organisation magnifique qui fait qu'on ait
Tu as parlé de couleurs tout à l'heure. Oui. Les couleurs sont extraordinaires Oui. dans les créations Targhi. Et vraiment, même les motifs, elles oui, suivent les des motifs qui sont très anciens. Voilà, le cuir dans cette région d'Algérie prend vraiment des aspects qu'on ne retrouve pas dans le nord. C'est vraiment magnifique. On ne retrouve pas dans le nord et peut-être qu'on ne retrouve même pas ailleurs. C'est localisé surtout dans le Sahara on utilise central. Des produits, par exemple, pour les objets destinés aux aliments, pour l'eau, pour le lait caillé, etc. C'est des sacoches. C'est des sacoches, mais on utilise des produits spécifiques. Oui, pour la conservation. Alors, pour la conservation, et puis les objets destinés donc à l'habillement, on utilise d'autres produits. Donc, pour les conserver. Pour la selle, c'est autre chose. Pour la tente, c'est autre chose, effectivement. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de savoir-faire. De savoir-faire, oui. C'est vraiment un savoir-faire unique. Et moi, je regrette qu'il y ait un festival qui est disparu justement de la liste des festivals organisés par le ministère de la Culture. C'est le festival des arts de l'Agar. Ah oui. Et on s'était croisés à ce festival. Vous y avez travaillé, Samira. Je sais que quels que soient les mots qu'on utilisera maintenant pour vous décrire ce festival, ils seront vraiment moindres par rapport à la qualité de ce qui était présenté. Ce qui est patrimoine, ça fait partie de notre mémoire, donc c'est ça, le patrimoine. Non, mais l'organisation de ce festival, ce qu'il montrait, vraiment. Alors d'abord, c'est un festival qui est international, fabuleux, mais surtout, on avait tous les plus grands artistes d'Afrique qui venaient. Ils venaient où? Ils venaient à Tamanrasset, et puis comme ça. On essayait de les ramener aussi sur Alger pour des spectacles, pour que les gens d'Alger puissent profiter. Il y avait Abalessa qui était animé, c'était toute la ville de Tam et environ qui était animée. Il y avait des colloques, des ateliers et surtout tous les artisans. Tout le savoir-faire, justement. Voilà, tous les artisans étaient invités à participer à l'organisation de cet événement et tous les touristes, tous les visiteurs, tous les gens les participants au festival. Et c'était par centaines, pouvaient bénéficier du savoir-faire et des connaissances. En tout cas, c'est un événement qui gagnerait à revenir sur la scène. Et vraiment, c'est un appel que je lance aujourd'hui à notre tutelle. Ça a été l'un des plus beaux événements absolument, que l'Algérie national, ait pu international et beaucoup de stars maintenant à l'international sont passées par Tamanrasset. Stars africaines, j'entends. Absolument. Sidi Diabaté. C'était digne des grandes scènes mondiales, effectivement. Fatoumata Diawara, Sidiki Diabaté est passé, Oumou Sangaré est venu plusieurs années. Peut-être rappeler que ce festival... Bambino, qui était la coqueluche un petit peu du festival, effectivement. Vieux Farkatouré, enfin il y avait tous les pays africains. Keïta est venu plusieurs fois. C'était un festival organisé par l'Office du Parc National de la Gare. Et le commissaire, c'était l'archéologue Farid El Ahri. Ah oui, c'est vrai. Ça a continué plus tard avec Mahmoud, qui est architecte de formation. Et puis ça s'est arrêté. Et puis on croise les doigts pour que ça revienne. En tout cas, voilà, c'est le moment aussi de parler. On a parlé de savoir-faire, d'art. Est-ce que je peux juste rajouter mais t'as le temps. Il serait très intéressant aussi de lire Tika Toutine de Marceau. Gast. Tika Toutine, ça veut dire souvenir. Souvenir d'un instituteur qui est arrivé au début des années 50 à Tamanrasset. Il a raconté la vie, l'histoire, le quotidien, les traditions des gens de Tamanrasset, des Touaregs. Et il a été au CNRPH. Donc c'est un livre qui a été édité par le CNRPH et le ministère de la Culture, bien sûr. Voilà, il est très intéressant. Merci Samira. Voilà. Et sans plus tarder, on ouvre la page sport tout de suite. Oui. Bonjour Maïssa. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va et vous? Vous avez pas mal circulé ce week-end. Vous avez été de stade en stade, n'est-ce pas, pour nous raconter les faits. Surtout le match le plus important. Oui. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Le championnat n'a toujours pas repris. Mais en attendant, il y a toujours les matchs retard qui se jouent. Et on va commencer avec le match retard. Le derby algérois. Oui, le grand derby. L'un des meilleurs matchs du continent, voire peut-être le meilleur match du continent. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, on a eu du spectacle de partout. C'était super, franchement. Être dans le stade et
ce que vous disiez tout à l'heure, on a beau décrire les émotions, essayer de mettre des mots là-dessus, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Deux grands clubs qui se sont affrontés. Deux grands clubs algérois. Et sur l'un des deux s'est incliné. C'est ça, le Mouloudia d'Alger a remporté la rencontre 3-0. Bon, presque 4-0, mais l'arbitre a sifflé. Vous avez regardé le match? Ça ne l'a pas raté. Exactement. Il a sifflé juste avant. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir les buts. On les aura certainement dans un petit instant, mais c'est vrai que moi j'ai circulé dans Alger hier et je voyais. Pas hier, c'était vendredi. C'était vendredi plutôt. Voilà, on a les images. Exactement. Là, on commence avec le premier but de Moussoussa. C'est son premier but de la saison avec le Mouloudia d'Alger. C'est une jeune recrue qui vient d'arriver cette saison au Mouloudia. D'accord. Un jeune de 20 ans qui marque son premier but dans un contexte bien particulier, un derby. Et une belle entrée. Une belle entrée pour le coup, on ne peut pas rêver mieux comme but. Ensuite, le deuxième but est inscrit par Kipré. Voilà, ça y est, il est dans les... Là, c'était après une première mi-temps très calme. La première mi-temps. Tous jeunes gars. Oui, ils sont tous très jeunes. C'est un nouvel effectif qui est... Kipré n'est pas nouveau de la saison, il vient pas d'arriver, mais c'est quand même des jeunes. Et je disais, après une première mi-temps, comme vous avez regardé le match Hassan, une première mi-temps très calme, sans but, rien du tout. Et la deuxième mi-temps, dès l'entrée, premier but, deuxième but, ils enchaînent avec le troisième. Et le public en feu, voilà, comme vous voyez. Après ça, j'aurai une petite vidéo que j'ai ramenée moi-même. Oui, avec plaisir. On va la voir juste après le... Là, on finit avec le troisième but. Voilà le troisième but. Avec les trois buts ont presque été, de la même manière. Ont été presque exécutés de la même manière. À proximité. C'est ça, exactement. Parce que l'USMA était une équipe très solide aussi défensivement, qui n'a pas encaissé beaucoup de buts cette saison. Et du coup, là, c'était dur déjà la première mi-temps d'essayer d'atteindre les buts, tout ça. Et important de rappeler aussi que c'était un derby algérois avec un arrière-goût tunisien, parce que les deux entraîneurs sont tunisiens. D'accord. Que ce soit Ben Yahya ou Maaloul, c'était des Tunisiens, donc c'était un peu le duel que tout le monde attendait, que ce soit pour les équipes ou pour les entraîneurs. Et là, on va voir la vidéo que j'ai ramenée, je sais pas si... D'accord, on va la voir. C'était une petite vidéo des tribunes, en fait, parce qu'il y avait une ambiance vraiment... Tu es au stade? Ouais, j'étais au stade. La caméra woman également. Ça me tenait à cœur de ramener une petite vidéo parce que ce qu'on voit sur le terrain et puis même les vidéos qu'on voit à l'écran et qu'on voit... C'est vrai, parce qu'on est axé sur la couverture télévisée, est axé sur l'action. Sur l'action du jeu. Ah, mais là, c'est la réaction du public. La réaction du public pendant 90 minutes non-stop. Ouais. Vous entendez? C'est comme ça. Ouais. Les deux clubs sont très... Les deux clubs, les fans du Mouloudia, c'est quand même le doyen des clubs, hier, sont connus. Ils célébraient encore hier, le samedi. Ah mais oui, ils ont célébré avant, pendant toute la semaine, des deux côtés. Et ce qui est fascinant à voir, c'est que les deux supporters en fait ne s'arrêtent pas. Il y en a un qui chante, les autres qui répondent, les autres qui reprennent. Et des battles. C'est ça. Et le stade était rempli. C'était marrant parce que j'ai assisté à un battle comme ça, mais dans un petit restaurant, salon en ville, parce qu'il y avait un serveur. Et puis à chaque fois qu'il y avait un but, il oubliait, il s'oubliait, il criait, il sautillait. Et après, ses copains l'appelaient au calme. Allez, reprends le travail, ça y est, c'est bon. C'est ce qu'on voyait aussi dans les stades. C'était marrant. Avec que ce soit les stadiers, les policiers, tout le monde en fait, les gens, ils ont tendance à prendre sur eux, à pas montrer leur joie, mais à la fin c'était tout le monde qui célébrait. Une explosion, on l'a vu grâce à vos images. C'est le Mouloudia qui a gagné 3-0. Ils ont fait la fête quand même, toute la nuit. Non, même le samedi. Donc même le samedi, ils ont continué. Après, c'est la fête, le derby. Il y avait encore des gens qui chantaient dans les cafés. C'est toute une histoire, le derby. Les serveurs chantaient. Donc, moi, ce que j'ai adoré, c'est les images qui ont été filmées à Climat de France, où il y avait des milliers de gens. Avec un écran géant. Exactement, l'esplanade, des milliers de gens. Je ne sais pas combien il y avait. Même ambiance que dans un stade, avec un écran géant. J'ai trouvé ça... J'aime bien. Mais ils font tout le temps ça. Un autre match aussi important, CRB Paradou. Paradou qui s'est joué hier. C'est le CRB qui a remporté la rencontre 2-1. C'était un match important pour le classement parce que c'est des matchs retard. Jusqu'à là, la JSK a dominé le classement premier du championnat. Mais ils se font rattraper par tout le monde un peu petit à petit. Le Mouloudia qui remonte deuxième
suivi par le CRB et ensuite le Paradou. Alors là, je pense qu'on va avoir le premier but. Non, peut-être pas, ça c'était le premier arrêt du gardien. Et là, il me semble que c'est le premier but un super but d'ailleurs, le premier but du CRB, vraiment. C'est Khassef, il me semble. Et c'est à partir de là. Je vous laisse admirer. Ah, bravo. Ouais. Bravo. Un super beau but tiré à 25 mètres. Je pense qu'on n'aura pas le temps de voir tous les buts parce que le résumé dure vraiment très longtemps. Oui. Il y a combien de buts? Il y en a eu 3. D'accord. Mais le résumé, en fait, dure très longtemps parce qu'il s'attarde vraiment sur chaque action. Oui, d'autant plus que vous avez un coup de cœur aujourd'hui pour Kylian Moore. C'est ça, qui était en Algérie récemment. Exactement, qui était en Algérie. C'était pas ce week-end, c'était cette semaine, mais comme c'était un événement important, ça me tenait à cœur de revenir là-dessus. Elle était à Alger pour une semaine d'entraînement avec son groupe à la salle de Beyrouth. Mais elle en a aussi profité pour donner pour petit participer moment, à une œuvre caritative. À une œuvre caritative avec l'association Inaya, qui travaille avec des enfants atteints d'autisme. Et du coup, ils en ont profité pour ramener un groupe de jeunes garçons qui ont fait une séance d'entraînement avec Kylian Moore. C'était un pur moment de joie. J'ai pas les images de l'événement, mais j'ai eu une petite vidéo de Kylian Moore qui nous a un peu on va la parlé de découvrir l'événement ensemble. et un peu d'elle-même aussi. Oui, c'était vraiment super de découvrir les enfants comme ça. C'était vraiment bien, ils étaient bien motivés et c'était très cool. Alors, j'adore faire la pâtisserie. Ça me permet de me libérer et de faire sortir ma créativité et ma rigueur, peut-être un petit peu mon perfectionniste à travers mes gâteaux. Ça dépend, on peut rester bien 4-5 heures dans la cuisine, mal au dos, mal musculairement. Donc voilà, et puis j'adore aussi lire, ça c'est plus pour me reposer, pour sortir un petit peu pour tout oublier. Oui, je lis beaucoup, c'est vrai que là par exemple quand je vais rentrer pour me reposer, je vais aller lire un petit peu. Oui, là je pense qu'il va falloir que je rachète un meuble, parce que là ça rentre plus. Oui, franchement j'avais vraiment hâte de venir, le soleil, la chaleur. Ah ouais, parce que il faisait froid et puis ça permet de changer un petit peu d'encadrement et de souffler un petit peu tout en restant en forme. Super, on espère vous revoir bientôt. Merci infiniment Maïssa pour ce moment sympathique. Avec ces beaux mots de Kylian Moore qui était heureuse de retourner à Alger. Qui rend hommage à Alger et qu'on a plaisir justement de revoir. Et donc Kylian Moore, notre championne olympique, pour clore cette rencontre. Merci les amis, merci à vous qui étiez avec nous. Passez une excellente journée. تيري يقولك انا الوحيد صباطك عندي رجع جديد تقرب ويضحك تبعد ويزيد قسموا عند الرب الوحيد ضحك تاني يدخل الدار يصيب منته تستنى فيه من غيره هي ما عندها جار من غيرها شكون يحن عليه يما اليوم عاونت مول النوار خدمت معاه